Je vous rappellerai, donc il faut bien mettre les micros vu que nous sommes filmés, enregistrés. Mes chers collègues, nous poursuivons ce matin nos travaux sur les femmes dans la rue avec les 4 rapporteurs. Donc nous avons 4 rapporteurs pour ces travaux, Agnès Evren, Marie-Laure Phinera-Hort, Olivia Richard et Laurence Rossignol. Parmi les 330 000 personnes sans domicile en France, on compte aujourd'hui 40% de femmes, bien souvent avec des enfants. Ce sont sur ces enfants que nous avons choisi de mettre le focus aujourd'hui. Chaque nuit en France, près de 3000 enfants dorment dans la rue, sous une tente ou dans un abri de fortune. Lorsque nos rapporteurs se sont rendus en Seine-Saint-Denis début mai, Interlogement 93, collectif d'associations qui gère le 115 dans le 93, leur a indiqué que le soir même, 783 personnes allaient rester à la rue malgré leur appel à l'aide et parmi elles, 280 enfants mineurs, dont 112 enfants de moins de 3 ans. Toutes les semaines, les chiffres publiés par Interlogement 93 sont globalement les mêmes. Plus de 200 enfants mineurs restent à la rue malgré une demande auprès du 115, dont une centaine d'enfants de moins de 3 ans, pour le seul département de Seine-Saint-Denis. En Île-de-France, la pénurie de places d'hébergement d'urgence a amené les préfets à dresser 4 niveaux de priorité. Si les femmes victimes de violences ou enceintes de plus de 7 mois relèvent du niveau 1, les familles avec des enfants de moins de 3 ans ne relèvent que du niveau 3 de priorité. Elles ne sont donc pas assurées d'obtenir une place en hébergement d'urgence et un toit pour leurs enfants. Et malgré ces critères de priorité, de plus en plus de femmes enceintes ou vivant avec un nouveau-né sont sans solution d'hébergement. À l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, où nos rapporteurs ont pu discuter avec des soignants et des familles, la maternité n'a d'autre solution que de garder, parfois pendant plusieurs semaines après l'accouchement, des mères et leurs bébés, refusant de les remettre à la rue. Même lorsqu'un hébergement d'urgence est proposé aux familles, majoritairement en hôtel social, ces lieux, souvent surpeuplés, voire insalubres, ne sont pas adaptés à des enfants. Ces situations ne touchent pas que l'Île-de-France. Des métropoles comme Lyon, Toulouse, Rennes, Bordeaux ou Lille sont également concernées. Afin de nous apporter un éclairage sur ces questions, nous entendons ce matin Julie Lignon, chargée de plaidoyer sur les questions de lutte contre la pauvreté infantile à UNICEF France, ONG que nous recevons régulièrement à la délégation et qui alerte depuis plusieurs années sur l'explosion du nombre d'enfants sans abri. Raphaël Vullier, porte-parole du... C'est ainsi qu'on dit, Vullier ? Porte-parole du collectif Jamais sans toit, créé à Lyon en 2014 pour mettre à l'abri dans des écoles des enfants sans domicile. Et voici nos rapporteurs. Et Anina Tchouchou, c'est ainsi qu'on dit, avocate et marraine du collectif École pour tous, qui se mobilise pour les enfants vivant en bidonville, squats, hôtels sociaux ou aires d'accueil, et lutte notamment contre les refus illégaux d'inscription scolaire des enfants vivant dans ces lieux. Bienvenue à vous. Merci de participer à cette table ronde sur ce sujet crucial. Vous nous livrerez votre témoignage des situations que vous rencontrez, mais aussi vous exposerez les actions que vos associations respectives entreprennent et les difficultés qu'elles rencontrent. Enfin, je l'espère, vous nous ferez part de vos préconisations. Au-delà des constats, l'objectif de notre rapport est également de s'efforcer de trouver des solutions pour toutes ces familles. Je laisse dans un premier temps la parole à Julie Lignon d'UNICEF. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, au nom de l'UNICEF, je vous remercie pour le temps que vous consacrez sur ces travaux sur les femmes dans la rue. Et je vous remercie tout particulièrement pour l'attention que vous portez aux enfants qui, bien souvent, les accompagnent. Ces travaux participent à répondre à un enjeu majeur qui est celui du renforcement des connaissances sur ce public particulièrement vulnérable, afin de développer et de mettre en œuvre des politiques publiques adaptées à leurs besoins. C'est aussi ce que nous nous efforçons de faire à l'UNICEF France dans le cadre de nos actions de plaidoyer et de sensibilisation et en lien avec d'autres associations, des collectifs comme ceux représentés aujourd'hui et les pouvoirs publics nationaux et locaux.
Donc avec cette volonté de renforcer la visibilité des enfants sans domicile et les connaissances sur les facteurs qui entravent l'effectivité de leurs droits, nous avons publié plusieurs études démontrant toutes, non seulement l'ampleur de la crise du logement, mais aussi les effets de l'absence de logement sur les enfants et leurs droits, et l'insuffisance également ou l'inadaptation de certaines politiques publiques. Donc mon intervention portera sur ces 3 axes. Donc, quelques mots peut-être sur le contexte national. J'aimerais tout d'abord revenir sur la question des données. À plusieurs reprises, lors des précédentes tables rondes, la question du recensement des femmes à la rue a été posée. Pour ce qui est des enfants, nous rencontrons les mêmes difficultés que celles précédemment évoquées, c'est-à-dire que nous manquons de données actualisées, exhaustives et reconnues. Et dans ce contexte, nous, associations ou collectifs, nous appuyons sur les seules données dont nous disposons pour mettre en lumière la situation de ces enfants sans domicile. Avec la Fédération des acteurs de la solidarité, nous avons fait le choix de nous appuyer sur les données du 115 pour publier annuellement, au mois de septembre, notre baromètre enfants à la rue. Nous avons bien conscience que ces données ne sont pas exhaustives, car elles ne recensent que les enfants dont la famille a eu recours au 115 et excluent de fait les nombreuses familles qui n'appellent pas ou plus le 115 et les mineurs isolés. Elles sont toutefois, ces données révélatrices, d'une évolution inquiétante du sans-abrisme et le signe aussi d'une insuffisance des politiques publiques censées le faire disparaître. En effet, si on compare les données d'une année sur l'autre, le nombre d'enfants en demande non pourvue au 115, c'est-à-dire le nombre d'enfants dont les parents ont appelé le 115 et qui n'ont pas trouvé de solution d'hébergement. Ce nombre-là n'a cessé d'augmenter. En effet, le 21 août 2023, nous recensions 1990 enfants en demande non pourvue au 115. C'est 20% de plus qu'à la même période en 2022, où ils étaient 1658. Peu de temps après avoir publié notre baromètre 2023, donc le 2 octobre 2023, nous avons actualisé ces chiffres et il se trouve que 2822 enfants étaient alors en demande non pourvue au 115. Nous avons donc enregistré une augmentation de 40% en un mois seulement. Plus récemment, le 13 mai 2024, la Fédération des acteurs de la solidarité, pour vous donner les chiffres les plus récents, recensait 1942 enfants en demande non pourvue. Concernant la typologie de ces familles, des familles en demande non pourvue, en lien avec les constats aussi de la Fondation Abbé Pierre dans son rapport de 2023 concernant la surreprésentation des femmes isolées avec enfants parmi les personnes mal logées, le baromètre enfants à la rue 2023 fléchait 35%, démontrait que 35% des personnes en famille qui étaient en demande non pourvue en août 2023 étaient des femmes seules avec enfants. Leur nombre a augmenté de 46% entre août 2022 et août 2023. Enfin, le dernier chiffre, le baromètre enfants à la rue 2023 mettait en évidence l'augmentation du nombre d'enfants de moins de 3 ans en demande non pourvue. Ils étaient 480 le 22 août 2023 contre 368 le 22 août 2022. Nous parlons bien d'enfants de moins de 3 ans. Alors comment nous en sommes arrivés là? Il me semble que le contexte de crise du logement et la saturation de l'hébergement a largement été décrit lors des précédentes tables rondes. Je ne vais donc pas m'étendre sur celui-ci. J'aimerais simplement rappeler qu'à l'automne 2022, Olivier Klein, alors ministre du Logement, avait pris l'engagement de ne plus avoir aucun enfant à la rue. Manifestement, cet engagement n'a pas été tenu et la situation se dégrade à tel point que des enfants de 4 mois et des femmes enceintes de 6 mois ne sont plus considérés comme prioritaires pour avoir une place d'hébergement selon les critères de priorisation fixés dans certaines préfectures. Nous ne pouvons pas nier les efforts consentis pour maintenir un niveau de place historique, mais les moyens actuels, les faits sont là, les moyens actuels ne permettent ni de répondre aux besoins, ni de respecter les principes d'inconditionnalité et de continuité de la prise en charge qui sont inscrits dans le Code de l'action sociale et des familles. Et alors que les besoins grandissent, rien dans un contexte d'économie ne nous préserve d'une baisse des crédits consacrés à l'hébergement d'urgence. Et nous ne sommes même pas certains que l'enveloppe de 120 millions d'euros annoncée en janvier dernier par Patrice Vergrit, alors ministre du Logement, pour débloquer 10 000 places d'hébergement d'urgence, soit encore d'actualité.
J'aimerais par ailleurs évoquer la situation des enfants hébergés, qui sont également des enfants sans domicile, car sans domicile personnel. Alors, l'hébergement d'urgence, par définition, n'est pas une solution viable sur le long terme. C'est pourquoi il semble nécessaire de recentrer l'hébergement d'urgence sur sa fonction de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse et de favoriser l'accès au logement. Or, dans les faits, il y a une telle embolisation des parcours résidentiels des familles, en raison des multiples obstacles d'accès au logement, que certaines familles peuvent passer plusieurs années à l'hôtel, en moyenne plus de 3 ans, 37 mois. Dans un environnement donc particulièrement inadapté, vous l'avez dit, à la vie familiale et aux besoins de l'enfant. On constate par exemple l'absence de cuisine dans certains hôtels qui empêchent les familles de se préparer à manger, ou encore le manque d'intimité. J'y reviendrai. Selon le baromètre Enfants à la rue 2023, toujours, 29 780 enfants étaient hébergés à l'hôtel en août dernier. C'est la principale solution, l'hôtel, proposée à ces familles. J'ajoute par ailleurs que le SAMU social de Paris comptabilise en moyenne 9 naissances par jour au sein du parc hôtelier de l'Île-de-France. Alors, derrière ces chiffres qui démontrent bien une évolution inquiétante du sans-abrisme, la saturation du parc d'hébergement, une embolisation aussi du parcours résidentiel des familles, et avec peu ou pas de sorties vers le logement, il y a des situations concrètes, et c'est sur celle-ci que j'aimerais revenir. C'est la situation de milliers d'enfants sans domicile. Ces enfants connaissent des réalités très différentes, mais tous sont confrontés à la précarité inhérente à l'absence de logement. On le sait, à tout âge, le logement est central. Ce n'est pas qu'un simple abri, il répond à des fonctions, il remplit des fonctions sociales et individuelles qui structurent la vie de ses habitants. Et le fait de ne pas en disposer prive non seulement l'individu, et pour le coup des enfants, d'un environnement protecteur, stable, prévisible, mais aussi d'un point d'ancrage, d'un lieu où se construisent les relations familiales, d'un lieu d'intimité, d'un lieu de repos physique ou psychique. À une période aussi cruciale qu'est l'enfance, qui est une période sensible du développement, le fait d'être sans abri, de vivre dans une chambre d'hôtel exiguë, dans un bidonville ou dans un squat, confronte les enfants à des conditions de vie dégradées qui vont engendrer d'importantes conséquences sur son développement, sa santé physique et mentale. Et cela va plus loin, en fait. En documentant les conséquences de l'absence de domicile sur la santé mentale des enfants, dans un rapport intitulé « Grandir sans chez soi », écrit en collaboration avec le SAMU social de Paris et Santé publique France, nous avons non seulement mis en évidence le fait que les troubles de la santé mentale étaient plus fréquents chez les enfants sans domicile hébergé, donc 19,2% des enfants concernés contre 8% en population générale. C'est une des chiffres issus de l'enquête Enfams de 2013. Et nous avons également démontré que l'absence de logement et la précarité, l'insécurité qui en découle affectent l'ensemble des environnements dans lesquels évoluent les enfants, l'environnement familial, l'environnement scolaire, l'environnement social, l'environnement amical. Et, in fine, l'absence de logement constitue en ce sens une violation des droits de l'enfant. Je vais illustrer mes propos avec quelques exemples. Le rapport Grandir sans chez soi démontre bien que la précarité inhérente à l'absence de logement peut affecter les interactions au sein de la famille, ainsi que le fonctionnement et la stabilité familiale. Il met par ailleurs en évidence les obstacles que peuvent rencontrer les enfants pour accéder à l'école, pour poursuivre une scolarité continue ou disposer de bonnes conditions d'apprentissage. Et ce, alors même que l'école peut ou pourrait constituer une source de résilience pour ces enfants, un lieu de sociabilité ou un lieu où ils peuvent échapper temporairement aux difficultés de la vie sans domicile. Enfin, le rapport Grandir sans chez soi souligne le fait que les enfants sans domicile sont davantage confrontés aux difficultés d'accès aux soins, et ce, alors même que ces derniers présentent des besoins exacerbés en raison de leurs conditions de vie dégradées. Je pourrais revenir, si vous le souhaitez, plus amplement sur ces conséquences de l'absence de domicile sur les enfants lors du temps d'échange. Et je vous propose maintenant de vous présenter les principales préconisations que nous portons à l'UNICEF France. Alors tout d'abord, il semble nécessaire de renforcer les connaissances sur les enfants sans domicile, condition sine qua non pour la mise en œuvre de politiques publiques adaptées.
Vos travaux y contribueront très certainement, mais nous voyons aussi d'autres leviers, notamment l'Observatoire du sans-abrisme lancé en mai 2023 par le ministre du Logement. Cet observatoire pourrait porter une attention spécifique sur les enfants et permettre non seulement l'observation de leurs besoins, mais aussi de mener une réflexion collective sur les leviers d'action pour répondre à ces besoins. Je pense aussi que la co-construction et la coopération des acteurs, le lien entre les acteurs et notamment avec les collectifs de terrain est essentiel pour renforcer ces connaissances. Deuxièmement, nous préconisons le renforcement de la capacité du parc d'hébergement en créant à minima les 10 000 places d'hébergement d'urgence sur lesquelles s'est engagé le ministère du Logement. Ensuite, toute ambition de réduction du sans-abrisme suppose en effet de favoriser l'accès au logement et pour ce faire, conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui a rendu ses observations en juin 2023, et conformément aussi aux recommandations d'autres organisations comme la Fédération des acteurs de la solidarité, nous préconisons la mise en œuvre d'une politique pluriannuelle de l'hébergement et du logement, incluant une attention spécifique sur les enfants et les familles. Celle-ci devrait notamment comporter des objectifs ambitieux en termes de production de logements abordables, bien sûr. Cette politique pluriannuelle devrait par ailleurs contenir des objectifs en termes de transformation qualitative de l'hébergement qui pourraient se traduire, entre autres, par la transformation progressive de l'offre de nuitées hôtelières actuelle par des places adaptées pour les familles et plus généralement par une adaptation du parc d'hébergement aux besoins spécifiques des familles de plus en plus nombreuses dans celui-ci. Nous préconisons également de renforcer l'accompagnement global des enfants et des familles en inscrivant les enfants comme bénéficiaires directs de l'accompagnement. Et sur ce point, j'aimerais souligner que plusieurs mesures sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du pacte des solidarités. Nous resterons cependant vigilants à leur concrétisation, y compris en loi de finances, et à leur articulation également pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lacunes dans cet accompagnement. Enfin, afin d'assurer cet accompagnement global, il nous semble nécessaire qu'il y ait une mobilisation interministérielle et que l'ensemble des politiques publiques qui concernent les enfants prêtent une attention particulière à ce public particulièrement vulnérable que sont les enfants sans domicile et qui sont en nombre important. Je pense notamment à la politique publique des 1000 premiers jours, aux politiques de santé, à celle de l'éducation ou encore à celle de la protection de l'enfance. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me tourne maintenant vers Raphaël Vullier du collectif Jamais sans. Voilà, c'est bon. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, je vous remercie de m'accorder ce temps et de l'attention que vous portez à la situation des femmes et plus particulièrement des enfants à la rue, parce que c'est le public que l'on suit au niveau du collectif Jamais sans toi. Au préalable, je voudrais porter à votre connaissance les faits qui se sont déroulés hier soir dans la ville de Lyon et qui témoignent de l'actualité brûlante de la question du sans-abrisme des femmes et des enfants. Il y avait une centaine de femmes avec enfants du collectif Solidarité entre femmes à la rue qui avaient trouvé refuge dans un gymnase du 2e arrondissement et qui ont été sortis manu militari par le concours de la force publique à la demande du maire de Lyon, Grégory Doucet, alors que celui-ci avait pris une série de mesures, notamment signé la charte des droits des personnes sans abri portée par la Fondation Abbé Pierre, obtenu le label Ville Amie des enfants de l'UNICEF et pris un plan zéro enfant à la rue au début de son mandat. Donc, je ne reviendrai pas sur les chiffres, même si nous, on a un mode de comptage qui est complètement différent de celui de l'UNICEF ou de la Fédération des acteurs de solidarité, qui prend en compte les demandes aux 115 qui sont non pourvues. Nous, on recense à peu près sur 300 établissements scolaires de l'agglomération lyonnaise les familles, les enfants, les élèves sans abri, leurs frères et leurs sœurs. Et on est aujourd'hui, c'est un recensement qu'on établit chaque semaine, à 328 enfants sans abri dans l'agglomération lyonnaise, sachant que ce n'est pas un chiffre exhaustif
qu'on peut le multiplier par 3 ou 4, et que dans la seule ville de Lyon, il y a un tiers des écoles, des 208 écoles élémentaires et maternelles qui sont concernées par le sans-abrisme, ce qui est énorme. Si on compare à la fin de la période de crise sanitaire, sur l'agglomération lyonnaise, le nombre d'enfants sans abri a été multiplié par 3 et sur la seule ville de Lyon par 5. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur les demandes, les préconisations sur le nombre de places qui ont été créées, notamment celles qui avaient été votées par le Sénat, 6 000 places d'hébergement d'urgence et qui ont été balayées par un 49.3, et sur la réalité des 120 millions d'euros qui avaient été débloqués par le ministre de l'époque, Patrice Vergrit. Alors, ce que rappelait Julie, tout le monde le sait, les scientifiques depuis longtemps savent très bien que à partir du moment où les besoins physiologiques de l'enfant, se nourrir, se vêtir, dormir suffisamment et les besoins de sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir une certaine stabilité dans sa vie, sont des préalables aux apprentissages, et que vivre à la rue, c'est extrêmement violent pour des enfants. Maintenant, ce qui était observé par les enseignants chaque jour dans les classes, et qui était aussi en première ligne face à cette misère, a été documenté, notamment par le rapport conjoint qui a été publié en octobre 2022 par l'UNICEF et le SAMU social de Paris, le rapport dont parlait Julie Lignon, et qui établit que les enfants sans abri sont 2 fois plus touchés qu'en population générale par les troubles psychiques, sans parler d'une offre de soins qui est sous-dimensionnée. Par ailleurs, ce sont des enfants qui portent aussi leur famille. Faut savoir que les questions de papier, de travail et de logement sont souvent intriquées, et que c'est souvent les seules preuves de vie pour la régularisation des parents, pour l'obtention d'un logement. On reviendra aussi peut-être sur les critères de vulnérabilité qui, chaque année, ont baissé, parce que maintenant, c'est les enfants de moins de 1 an qui sont prioritaires. Et nous, on constate l'accroissement d'un public qui était en général prioritaire, c'était les femmes enceintes. Et là, il a explosé sur la seule agglomération de Lyon, et je pense que c'est un peu partout pareil en France. Alors, Jamais sans toi, c'est un collectif qui s'est constitué au début des années 2010, où les écoles ont été confrontées à un phénomène nouveau qui était celui du sans-abrisme des enfants. À l'automne 2014, on a décidé de se constituer en collectif sur l'agglomération lyonnaise, en occupant des établissements scolaires la nuit pour ne pas entraver le jour la bonne tenue de la classe. Ce sont des actions qui sont illégales, mais qui sont en général tolérées par les municipalités. Ça allait de pair avec la loi d'orientation et de refondation de l'école de 2013, avec un changement philosophique important qui considère qu'on n'accueille plus seulement des élèves à l'école, mais des enfants dans leur globalité. La ville de Lyon, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres villes, bénéficient d'un service médico-social, et c'est une approche globale de l'enfant qui est prônée par la loi d'orientation du 8 juillet 2013. Et que l'école, c'est aussi un sanctuaire, c'est-à-dire c'est un lieu qui protège les enfants, y compris les plus faibles, qui méritent de vivre leur enfance. On a commencé à occuper les écoles, d'une part pour mettre à l'abri, et puis aussi pour alerter les pouvoirs publics et poser cette question, la mettre au centre du débat public. Alors, petit à petit, jusqu'à la crise sanitaire, on a occupé de plus en plus d'établissements scolaires. Là, aujourd'hui, je vous parle, il y a encore une dizaine d'établissements qui sont occupés dans l'agglomération lyonnaise, mais depuis 2014, c'est 174 établissements qui ont été occupés, ce qui a permis de mettre plus de 700 enfants à l'abri avant qu'ils intègrent le circuit légal de droit commun. Donc le but, c'était pas seulement de mettre à l'abri, mais c'était aussi de faire en sorte que les autorités compétentes, notamment l'État, prennent ses responsabilités, et que les deux principes qui régissent l'hébergement d'urgence, à savoir l'inconditionnalité, qui a été réaffirmée d'ailleurs par le Conseil constitutionnel, et la continuité de l'hébergement d'urgence, soient respectés.
ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis il y a eu la crise sanitaire. Je vous rappelle que le mot d'ordre, c'était « restez chez vous » et qu'il fallait loger tout le monde, notamment pour protéger les populations les plus vulnérables et protéger la population générale, et qu'on est passé de lanceur d'alerte à une certaine expertise de terrain qui a été reconnue, puisque la métropole de Lyon, donc l'entité administrative qui englobe les compétences du département, nous a demandé de lui fournir la liste des personnes à la rue pour pouvoir les mettre à l'abri. Ces personnes ont été mises à l'abri par la métropole de Lyon jusqu'en juillet 2020. Et ensuite, la ministre de l'époque, Emmanuelle Wargon, a prolongé leur mise à l'abri jusqu'en 2022. Ce qui fait que pendant toute la période sanitaire, il n'y avait quasiment plus d'enfants à la rue. Ce qu'on a constaté après, c'est une explosion des remises à la rue, des destructions de bidonvilles, de squats sans relogement, au mépris du principe de continuité de l'hébergement d'urgence. Voilà, donc en 2022, au moment de la campagne présidentielle, à l'occasion de notre 100e occupation d'école, l'UNICEF, la Fédération des acteurs de la solidarité, le collectif des associations unies, notamment la Fondation Abbé Pierre, sont venus à Lyon le 10 février 2022. On a lancé un appel dans le quotidien Libération à la création d'un réseau national. On a publié un guide pratique qui s'appelle le Toitoriel, qui permet aux personnes, enseignants, parents d'élèves, de leur venir en aide. Et puis, à la rentrée 2022, on a lancé ce réseau au siège de la FCPE, qui est la principale fédération de parents d'élèves, et qui maintenant regroupe à peu près une vingtaine de villes. Donc, à Paris, il y a le 13e, le 15e, le 18e, le 20e arrondissement, en région parisienne, Ivry-sur-Seine, Argenteuil, Rosny-sous-Bois, Pantin, et puis d'autres grandes villes, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Montpellier, Toulouse. Voilà. L'idée, c'était de montrer que ce problème du sans-abrisme s'étendait sur tout le territoire national et qu'il fallait agir, notamment parce que la France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, que ce n'est pas seulement un bout de papier, mais que c'est des dispositions qui l'engagent, notamment la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et très rapidement, à la rentrée, on a organisé une conférence de presse au siège de la Fondation Abbé Pierre pour demander avec d'autres associations, au moment de la publication du baromètre de l'UNICEF, un chiffre qui a bien imprimé un petit peu dans l'opinion, parce que même la Première ministre a été interrogée tout de suite sur cette question des 3000 enfants à la rue, la création immédiatement de 10 000 places d'hébergement d'urgence. Ces 10 000 places ont été votées en commission des finances de l'Assemblée nationale, 6 000 places ont été votées par le Sénat, et puis finalement il a fallu attendre la vague de grand froid et la mort de 5 personnes pour que le ministre annonce qu'il allait débloquer 120 millions d'euros. Pour l'instant, on n'en voit pas vraiment la couleur. Donc on aimerait que ces choses-là soient vraiment prises au sérieux dans un pays comme la France qui a les moyens de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants à la rue. Il y a des pays européens comme l'Allemagne où ce problème n'existe pas. Voilà. Au niveau des préconisations, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Julie, et que c'est des préconisations qu'on partage, mais effectivement, peut-être associer les collectifs locaux, notamment sur leur expertise de terrain, puisque la philosophie de Jamais sans toi et du réseau national, c'est que les personnes concernées prennent part à leur combat. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de solidarité, pas de charité. Il n'y a pas ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Tout le monde participe à son combat et c'est extrêmement important pour l'émancipation sociale et politique, notamment de ces femmes qui se prennent en main et qui commencent à connaître leurs droits. Voilà, je vais arrêter mon propos ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous poserons toutes les questions après les différentes interventions. Et maintenant, donc, je donne la parole à notre dernière intervenante de la matinée, Anina Chouchou, du collectif École pour tous.
Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, j'interviens avec Anna Maria Stouparou, qui est porte-parole du collectif École pour tous, et j'aimerais lui donner la parole en premier, si vous le permettez. Bonjour à tous, et plutôt à tous et toutes. Je tiens avant tout à vous remercier. Je tiens avant tout de vous remercier de prendre l'initiative de donner la parole aux personnes premières concernées et l'occasion pour que moi, en tant que porte-parole du collectif École pour tous, mais avant tout en tant que jeune femme ayant vécu l'extrême précarité et ayant vécu pendant 3 ans avec la peur tous les jours de me retrouver à la rue. Je m'appelle Anna Stouparou et je suis d'origine romaine. Et je suis arrivée en France en juillet 2017 avec ma mère et mon frère. Je suis d'origine romaine et une fois arrivée en France, n'ayant pas d'autre choix, on s'est retrouvés sur un bidonville. Dans des conditions très difficiles, mais j'ai décidé de faire de ce drame que vivait ma famille ma force, parce que ma mère m'a toujours appris que c'est qu'à travers l'école que je pourrais m'en sortir. Et moi, j'avais la confiance que c'est à travers l'école de la République et que c'est l'école de la République qui me donnera cette chance. Dès que j'ai voulu m'inscrire à l'école, j'ai très vite compris que l'école pour un enfant qui vivait dans telles conditions que moi n'était pas une évidence. J'ai dû attendre plus de 6 mois pour être scolarisée, car on m'a refusé l'inscription. J'avais 16 ans. J'ai quand même réussi, après 6 mois d'attente, d'être inscrite à l'école. Et j'ai intégré une classe UP2A. Lorsque j'ai commencé à apprendre le français et à découvrir ce que c'est l'école, c'est que là que ma vie en France a commencé. Malheureusement, quelques semaines avant mon examen de fin d'année, qui allait établir mon niveau en français seulement après 4 mois d'école en France, j'ai appris que ce même jour, le jour de mon examen, allait être le même jour que l'expulsion du terrain où j'habitais. Grâce aux efforts de ma mère, on a réussi à trouver un autre bidonville à proximité pour éviter le fait de se retrouver à la rue, mais aussi pour éviter que nos affaires soient détruites, y compris nos affaires, mes fournitures scolaires, ce qui arrive très souvent lorsqu'il y a une expulsion habitative. On est quand même resté sur le bidonville jusqu'au jour de l'expulsion dans l'espoir que quelqu'un serait proposé pour nous. Malheureusement, cela n'est pas arrivé. Et le matin, j'ai vécu ma première expulsion et l'après-midi, j'ai passé mon examen que j'ai eu avec des bonnes notes. J'avais réussi à avoir 80 points sur 100 après 4 mois d'études en France et d'intégrer un lycée dans une filière ST2S, parce que mon rêve, c'était d'être au cœur du changement social. Je peux dire que c'est seulement grâce aux efforts de ma mère que j'ai réussi d'avoir mon bac, de poursuivre mes études, parce qu'ils ont suivi encore 2 ans, 2 longues années dans cet habitat précaire. Et c'est seulement grâce au fait qu'elle ait pu trouver un travail qu'on nous a proposé une place dans un centre d'hébergement d'urgence en septembre 2020 où nous habitons depuis. Ce qui m'a donné aussi la force de continuer de me battre pour mon rêve, c'était le fait qu'en 2018, j'ai répondu à l'appel de Anina Chouchou et je me suis retrouvée avec plein d'autres jeunes différents de moi, mais tout de même dans des situations très précaires, des jeunes mineurs non accompagnés, des jeunes provenant des communautés des gens de voyage, habitant dans des aires d'accueil, des jeunes de la Mayotte ou de la Guyane.
Et on s'est rendu compte que ce qui nous reliait, ce qu'on avait en commun, malheureusement, c'était le fait d'avoir tous vécu des difficultés dans l'accès et la réussite à l'école du fait de notre situation et des difficultés qu'on vivait, de notre situation de grande précarité. Donc nous avons décidé de créer le collectif École pour tous pour être la voix de tous ces enfants qui sont les plus éloignés de l'école. Parce qu'ils sont des milliers aujourd'hui. Les chiffres ont été donnés. On compte jusqu'à 10 000 enfants seulement en bidonville qui risquent tous les jours de se retrouver à la rue. C'était le cas pour les enfants, mes voisins et toutes les personnes qui habitaient sur le bidonville à Antony, où j'ai vécu pendant 2 ans, qui ont été expulsés en mars dernier. Ces personnes étaient des membres de ma famille, c'était ma grand-mère, c'était mes neveux. Ils ont été expulsés en mars et ils ont été prévenus seulement 24 heures avant l'expulsion, ce qui arrive très souvent. Parmi ces personnes, on compte une trentaine d'enfants, parmi lesquels la moitié des enfants scolarisés. Aucun de ces enfants n'a retrouvé l'école depuis. Suite à une expulsion, on compte environ 6 mois de déscolarisation. Lorsque ces expulsions sont réitérées, de mon côté, je n'ai vécu qu'une seule, et je suis très chanceuse, parce que dans notre collectif, c'est la réalité de toute une vie. C'est pour cela que nous demandons l'instauration d'une trêve scolaire républicaine qui se traduit par la suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire, qui permettrait à tous ces enfants, à tous ces milliers d'enfants, d'avoir une scolarité plus pérenne. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, je m'appelle Anina Chouchou, je suis avocate et j'ai l'honneur d'être la marraine et l'avocate du collectif École pour tous. Et si j'ai fondé le collectif École pour tous en 2018, c'est parce que moi-même, je suis l'une de ces enfants qui a été privée d'école parce que je me suis retrouvée en France aussi dans une situation d'extrême précarité. Je suis issue de l'immigration rome-roumaine, comme Anna Maria Stoparu. Et effectivement, en arrivant en France avec ma famille qui avait vécu des discriminations dans l'emploi en raison de son origine, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vivre en bidonville, dans cette extrême précarité, dans des conditions d'hygiène et dans des conditions de vie indignes, tout simplement. Nous avons expérimenté, comme ça a été le cas de Anna Stoparu et de milliers d'enfants encore en France aujourd'hui, d'abord le refus d'inscription scolaire discriminatoire parce que nous n'avions pas de justificatif de domicile. Effectivement, quand on vit dans un bidonville, dans un squat ou dans un hôtel social, on n'a pas de bail, pas de quittance de loyer, pas de facture d'électricité. C'est une réalité contre laquelle nous sommes battus au collectif École pour tous et sur laquelle nous avons obtenu d'importantes victoires, et j'y reviendrai. J'ai expérimenté aussi, en bidonville également comme Anna, et plutôt par la suite en réalité une expulsion habitative qui reste traumatisante, vous l'avez ressenti dans nos témoignages à toutes les deux. Nous habitions dans un foyer social, un hébergement d'urgence, et lorsqu'enfin nous avions pu nous inscrire à l'école, commencer cette année et se dire que pour nous aussi, il y avait la possibilité de rêver encore, parce que la raison pour laquelle, qui présidait au départ de mes parents, c'était de nous accorder à nous, ces filles, le droit d'avoir un avenir en France et le droit de rêver. Et quand on commençait à peine à y croire, on nous a annoncé que notre hébergement prenait fin et qu'on devait quitter dès le lendemain l'hébergement et l'école. Et je me rappelle encore des larmes de mon directeur d'école qui, impuissant face à cette situation, se sentait tellement frustré et voyait qu'il ne pouvait rien faire pour nous garder, mes sœurs et moi, à l'école. La seule chose que nous avons pu faire, c'est emporter notre cartable avec nous et nous avons vécu des mois durant dans un camion que mon père avait aménagé. Nous n'avons pu, avec mes sœurs, retrouver l'école que 9 mois après. Quand Anna Stoparu vous disait qu'effectivement, une expulsion habitative, ça équivaut à 6 mois de déscolarisation en moyenne pour les enfants, c'est la réalité qui a été constatée, et c'est une réalité qui a été notamment constatée par le travail magnifique de médiation scolaire qui est effectué par l'association L'École au présent à Marseille, qui a pu
donc, dans des rapports et qui sont désormais reconnus aussi ce travail et cette évaluation qui constate donc ces conséquences désastreuses sur l'école des expulsions habitatives et des mises à la rue. Effectivement, c'est une déscolarisation massive, c'est 6 mois de perdu, et quand c'est réitéré, parce que c'est très souvent réitéré durant l'année, effectivement, ça aboutit au décrochage et à l'abandon définitif de l'école. Ce qui fait qu'il y a effectivement, en raison des expulsions habitatives, des milliers d'enfants qui voient leur parcours scolaire brisé, totalement abandonnés en réalité, et qui voient ainsi abandonner leurs rêves. Nous, avec mes sœurs, nous n'avons pu reprendre effectivement l'école que 9 mois après déscolarisation, donc un retard immense dans l'apprentissage. C'est presque une année de perdu, surtout grâce aux efforts immenses de mes parents. Et lorsque nous avons enfin pu retrouver un logement stable, c'était la condition pour qu'on puisse aller à l'école. Et il était évident pour moi, malgré le retard que j'avais acquis, qu'il fallait absolument réussir à l'école pour pouvoir sortir de cette situation de précarité. C'était la voie, c'était la seule voie, effectivement, celle de l'école de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi effectivement de devenir avocate, pour défendre le droit pour tous ceux qui, comme moi, avaient vécu des injustices dans notre parcours. Lorsque moi, j'ai pu réaliser mon rêve, et je vous laisse imaginer les efforts que ça a été pour moi, il était impensable pour moi d'abandonner tous les milliers d'autres enfants dont je savais la situation, dont je savais les injustices qu'ils vivaient et dont je savais qu'eux étaient privés de la possibilité de réaliser le leur. Donc en 2018, avec Anas Touparou et avec d'autres enfants, des jeunes mineurs isolés étrangers, des enfants de Mayotte, de Guyane, des enfants qui vivent en aire d'accueil des gens du voyage, des jeunes mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs qui ont tous en commun de vivre ces difficultés-là dans l'accès et la réussite à l'école. Nous avons fondé ce collectif École pour tous pour faire entendre nos voix, celles des 100 000 enfants, parce qu'effectivement, nous avons fait une évaluation et nous vous remettrons à la suite de notre audition un rapport, une note effectivement de plaidoyer dans laquelle nous remettons les évaluations, alors qui sont effectivement peut-être insuffisantes aujourd'hui, mais nous avons des chiffres, des chiffres qui établissent la réalité du fait qu'il y a aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants. Nous estimons ce chiffre à 100 000 et ça a été validé par la défenseur des enfants Geneviève Avenard en 2019, 100 000 enfants privés de ce droit à l'éducation en France. Nous avons obtenu des victoires depuis 2018 importantes, notamment sur l'inscription à l'école, puisque nous avons fait changer la loi. En ce sens, la loi École pour la confiance, l'article 16 de la loi qui modifie les listes de documents d'inscription scolaire, même si aujourd'hui il y a encore des mères qui refusent aux enfants en extrême précarité, et notamment aux enfants sans domicile fixe, l'inscription scolaire en se basant toujours sur ce même motif prétendu qui est l'absence de justificatif de domicile. Donc c'est encore une difficulté sur laquelle il faut travailler. Moi, dans mon métier en tant qu'avocate, je mets en œuvre des actions en justice, mais il y a aussi au niveau, je pense, politique et structurel, des efforts à faire là-dessus. Nous avons aussi obtenu une victoire importante qui est celle de la mise en place du dispositif expérimental de médiation scolaire, parce que quand on est dans ces situations-là d'extrême précarité, effectivement, l'accès à l'école, je viens de le dire, est rendu difficile, mais aussi la continuité, surtout lorsqu'on est face à une expulsion et une mise à la rue. Et donc le dispositif de médiation scolaire qui a été mis en place à partir de septembre 2021, c'est environ 42 postes de médiation et qui ont permis chaque année quand même à environ 4 000 enfants par an de pouvoir bénéficier de ce dispositif d'un accompagnement et de garantir mieux une continuité scolaire. Et il y a aussi ce qui était une avancée mais qui malheureusement a été en grande partie supprimée par la loi Asile-Immigration, c'était la loi du 7 février 2022 qui interdit, la loi Adrien Taquet qui interdit les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire voilà, la fin de toute protection à l'âge de 18 ans sans aucun accompagnement. Ça, c'est effectivement des avancées importantes qui ont été mises en place d'ailleurs avec le gouvernement actuel pour
garantir ce droit fondamental à l'éducation, mais il y a effectivement un obstacle majeur dont on vous parle aujourd'hui depuis ce matin qui freine et qui met à néant l'ensemble de ces efforts. Ce sont effectivement la multiplication des expulsions habitatives et la multiplication du fait que les enfants comme nous se retrouvent à la rue. Et ça met à néant l'ensemble des efforts, que ce soit la possibilité de s'inscrire à l'école, que ce soit le travail de la médiation scolaire, que ce soit également le fait de sortir de la protection de l'enfance et de se retrouver à la rue. Donc tous ces investissements-là sont mis à néant. Vous l'aurez compris, la solution donc, qui nous semble aujourd'hui à nous la plus appropriée, bien sûr, on comprend les demandes qui ont été faites par UNICEF et on y adhère. Le logement stable, c'est un idéal auquel on adhère tous. L'hébergement d'urgence, évidemment, c'est une nécessité. Sauf qu'en tant qu'enfant qui vit au quotidien ces difficultés-là, il y a une urgence. Et chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus de l'école et nous met dans le décrochage et dans l'abandon définitif. Et le décrochage et l'abandon définitif de l'école, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a que deux voies possibles, la marginalisation des enfants ou la délinquance. Et nous, ça se calcule en termes de jours, de semaines et de mois. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une solution temporaire, urgente, qui est celle effectivement de la trêve scolaire républicaine, qui permet de suspendre les expulsions habitatives durant l'année scolaire pour les enfants en situation d'extrême précarité, vivant en bidonville, squat, hôtels sociaux, aires d'accueil des gens du voyage, parce que ça permettrait de réduire ce nombre constant d'enfants à la rue. Nous, ce qu'on vous demande aujourd'hui, évidemment, il faut guérir cette situation, mais il faut aussi prévenir, éviter que le nombre d'enfants à la rue n'augmente. Et c'est effectivement pour nous une solution efficace, puisqu'en plus elle a donné des résultats, elle a été mise en place de façon expérimentale à Marseille, notamment avec cette association de médiation scolaire qui est l'école au présent, et qui a permis de constater que quand il n'y avait plus d'expulsion habitative, les résultats scolaires étaient bien meilleurs, il y avait une vraie continuité, il n'y avait plus de décrochage scolaire, et surtout ça permettait aussi aux parents de s'inscrire socialement dans le travail, dans le logement. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est la recommandation qu'on vous fait aujourd'hui. Il y a un second sujet et une seconde recommandation qui nous semble importante et qui est de la même nature, qui est vraiment des mesures qui permettent de réduire ce nombre d'enfants à la rue, qui est effectivement la systématisation du contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, comme je disais, qui a régressé malheureusement et qui est désastreuse pour les jeunes mineurs non accompagnés, les jeunes mineurs isolés étrangers et les jeunes majeurs, lorsqu'ils ont eu la chance d'avoir accès à la protection de l'enfance, et je ne reviendrai pas sur les difficultés que ça signifie de pouvoir déjà y accéder, mais une fois qu'on a fait ce pas et qu'on a investi, qu'on peut enfin avoir accès à l'école, parce que c'est ça, avoir accès aussi à la protection de l'enfance, la première chose, c'est l'école, c'est que lorsque cette protection se termine à l'âge de 18 ans, alors qu'est-ce qui se passe après pour pouvoir continuer l'école? Parce que continuer l'école, c'est aussi permettre de réaliser nos rêves. On en est toujours là. Et il y avait eu effectivement une avancée, je le disais, dans la loi d'Adrien Taquet, qui disait qu'il n'y a plus de sortie sèche, on a quelque chose à la sortie pour tout le monde, que ce soit un contrat jeune majeur ou une garantie jeune. Et aujourd'hui, la loi Asile-Immigration est revenue dessus, puisqu'elle met en place une discrimination importante pour les jeunes mineurs isolés étrangers, dans la mesure où ceux qui auraient une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ne pourraient plus bénéficier notamment de cette protection-là jusqu'à 21 ans. Et donc ça fait que ça met des milliers d'enfants et de jeunes majeurs à la rue, dans l'impossibilité de continuer leur scolarité. Donc c'est la raison pour laquelle, et vous connaissez sans doute les travaux qui sont en train d'être faits en ce moment même par le comité de vigilance sur la protection de l'enfance à l'Assemblée nationale, qui se mobilise sur ce sujet, et j'en doute pas qu'effectivement au Sénat ici, et votre délégation, c'est aussi un sujet important, puisque ce sujet-là, il se recoupe, et qu'on sait que notamment un SDF sur 4, une personne sans domicile fixe sur 4, sort de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un enjeu majeur pour permettre de réduire ce nombre d'enfants à la rue. C'est effectivement les deux préconisations. Nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'effectivement, on travaille sur ce sujet, notamment sur le sujet de l'instauration de la trêve scolaire
en collaboration avec un groupe parlementaire transpartisan à l'Assemblée nationale qui a fait plusieurs propositions d'amendements pour instaurer cette trêve scolaire. Et évidemment, on vous invite vivement à rejoindre les travaux de ce groupe si le sujet vous intéresse et à travailler avec nous sur ce sujet pour trouver ensemble des solutions, puisque c'est un groupe transpartisan. C'est vraiment l'objectif, il est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et effectivement, l'ensemble de ces recommandations, elles sont effectivement déjà ancrées dans le droit, puisque on a les conventions internationales des droits de l'enfant qui instaurent effectivement l'intérêt supérieur de l'enfant et notamment l'obligation pour l'État de maintenir non seulement le droit à l'éducation, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour permettre d'éviter les abandons scolaires, pour permettre de garantir la continuité de la scolarité, c'est les articles 28 et 29. Et les mesures qu'on demande, elles sont directement l'application de celles-ci. Et on se tient vraiment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions sur lesquelles on n'aurait pas encore échangé. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation et de ce témoignage. Je poserai moi mes questions en dernier. Je vais laisser les rapporteurs intervenir. Donc nous avons Marie Mercier qui s'est associée puisqu'elle travaille beaucoup sur ces sujets-là au niveau de l'enfance et donc souhaitait poser des questions. Mais nos premiers rapporteurs, donc Olivia Richard, Laurence Rossignol, des questions. Bon, vous remercier pour vos contributions, votre expertise, parce que même si y compris si en ce qui vous concerne, Madame Stoparou et Madame Ciuciu, votre expertise est fondée sur votre vécu, votre témoignage. Ce qui est important, c'est que c'est une expertise, ce n'est pas simplement un témoignage. Et c'est à ce titre que aussi nous vous écoutons. Moi, je n'ai pas beaucoup de questions parce que vous avez été globalement assez complet. S'il y a des questions qu'on peut se poser, mais qui ne sont pas à vous, mais qui concernent la question globale des expulsions, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une collectivité locale décide que l'occupation d'un gymnase, ça suffit, que voilà, c'est des questions que je pourrais peut-être davantage poser d'ailleurs à nos collègues ou aux élus dans les communes ou à l'État également. Un certain nombre de cas, je connais, mais c'est d'ailleurs ce qui entre nous pose un sujet. Est-ce qu'on peut reprocher à une collectivité locale à un moment donné de vouloir mettre l'État devant ses responsabilités en reprenant des locaux qui n'ont pas été dévolus à l'origine à l'hébergement? Est-ce que des solutions transitoires, d'urgence, peuvent devenir des solutions pérennes pour une collectivité locale? Et on est vraiment quand même au cœur de l'insuffisance de logements et surtout de l'insuffisance dans la chaîne. C'est-à-dire que c'est embolisé. Voilà, l'embolie, elle se fait à tous les échelons de la chaîne de l'accès au logement et en particulier sur les conditions d'accès au logement. Moi, je suis au bout de cette mission absolument convaincue que l'exigence de titre de séjour régulier pour accéder à un logement social est un facteur majeur d'embolisation et d'augmentation du nombre du sans-abrisme. Non, ma question, en fait, j'en ai une. C'est parce que vous avez évoqué la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, on a toujours l'air de penser que l'aide sociale à l'enfance devrait poursuivre la prise en charge des jeunes majeurs, et j'en suis 1000 fois d'accord. Mais pourquoi l'aide sociale à l'enfance, qui est supposée accompagner les enfants en danger, et on peut considérer que des enfants qui vivent dans des conditions de vie précaires sont en danger, pourquoi l'aide sociale à l'enfance n'est pas là en accompagnement des familles, en intermédiation entre l'école et les communes et les familles et les enfants en ce qui concerne leur inscription scolaire? J'ai l'impression qu'on a tous admis qu'en fait, l'aide sociale à l'enfance ne s'occupe pas des enfants à la rue, n'accompagne pas les familles, et qu'on ne s'en étonne plus. Voilà, on ne s'en étonne plus. Or, c'est son rôle. C'est de la prévention, c'est son rôle. L'aide sociale à l'enfance, ce n'est pas que du placement. Alors, si c'est pour faire du placement, c'est sûr qu'il vaut mieux les tenir à distance.
voilà, je comprends très bien les enfants que vous avez été, ont des enfants qui n'ont pas souffert de carence affective, par exemple. Voilà, donc ils étaient bien mieux avec leurs parents que dans un foyer, dans une MEX. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais on a quand même une carence majeure de l'ASE sur l'accompagnement, la protection, la prévention, ce qu'on appelle les AEMO, c'est-à-dire en milieu ouvert. Voilà. Bon, je vous dis ça parce que le fait qu'on ait tous renoncé me paraît être pas juste. Voilà, et on perd là un moyen d'aider les enfants. Tout repose sur le tissu associatif. Et non, il devrait y avoir aussi les pouvoirs publics aux côtés des enfants. Merci Madame la Présidente, merci infiniment pour vos propos, vos témoignages, votre expertise. J'aurais 2 questions. Je n'ai pas très bien compris la chose suivante. Dans la mesure où on n'a en principe pas à fournir un justificatif de domicile pour être inscrit à l'école, pourquoi l'expulsion entraîne-t-elle la déscolarisation? Je ne comprends pas. Puisqu'on n'est pas censé habiter dans le ressort d'eux, puisqu'on n'a pas de justificatif de domicile, techniquement, pourquoi l'un entraîne l'autre? Je vois que Laurence me réponde, mais... la deuxième chose qui s'adresse un peu à tout le monde, on n'a pas parlé, je suis très heureuse qu'on parle de l'école, parce qu'on en a assez peu parlé pour l'instant dans nos travaux, et néanmoins, s'agissant des enfants, je pense qu'il faut poser la question des violences sexuelles. Est-ce que vous avez des témoignages ou des données particulières? On sait que les femmes à la rue sont des proies, évidemment, et qu'elles n'en ressortent pas indemnes. Quid des enfants? Merci. Marie, tu as une question, et puis comme ça, vous répondrez à cette première salle. Je voudrais vous remercier effectivement chacun pour ce que vous nous avez livré ce matin. On se rend compte que la cause des mineurs, en général, reste assez mineure. Puisqu'à chaque fois qu'on a des sujets concernant les enfants, il faut déployer une énergie absolument considérable pour essayer de faire reconnaître que les mineurs ont besoin d'être écoutés. Ça, c'est quelque chose que nous mettons en évidence sur tout un tas de sujets. Notre collègue Laurence Rossignol a parlé des collectivités en ce qui concerne l'évacuation, par exemple, d'un gymnase. Quand les écoles sont occupées la nuit, vous n'avez jamais eu affaire à un problème d'évacuation, parce que je pense que, comme on me l'avait raconté, les enseignants quelquefois restent la nuit aussi dans les écoles pour faire une sorte de barrage. Donc déjà, je voulais savoir ça, s'il y a eu des menaces comme ça. Si un gymnase qui effectivement n'est pas un lieu d'habitation le devient par nécessité, si ce gymnase est évacué pour une raison de sécurité quelconque. Je suis aussi très surprise puisqu'il y a, par exemple, dans mon agglomération, 1000 logements sociaux qui sont, l'agglomération de Chalon-sur-Saône, qui sont libres, qui sont vides. Dans ma commune à moi, il y en a 22. Donc on a des territoires en tension sur le plan des logements et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc il est évident que le logement, c'est quelque chose de absolument capital pour l'enfant, pour l'éducation de l'enfant. Quand j'étais maire de ma commune, nous accueillions les enfants des gens du voyage. Ils arrivaient avec leur caravane, ils allaient immédiatement à l'école, ils allaient à la cantine, ils étaient même gardés. Donc on ne demandait jamais de justificatif de domicile. Donc là, je rebondis aussi sur cette question-là. Il me semble que la loi n'est pas la même pour tous en France, dans tous les territoires en fait, puisque c'est un peu à l'appréhension, enfin au jugement de la personne qui décide, qui fait ou qui ne fait pas. Donc j'aimerais votre ressenti là-dessus. Je vais compléter par quelques petites questions. Quand, Madame Lignon, vous parlez des femmes seules avec enfants, donc où on voit qu'il y a 35%, est-ce que ce sont des vraies femmes seules avec enfants, c'est-à-dire qu'on a vu aussi souvent que le père s'effaçait, quand bien même existait-il, pour pouvoir permettre à la femme et l'enfant d'avoir un statut spécifique, d'être une femme seule avec enfant, parce qu'elle ne serait pas prise en compte de la même façon si elle était en couple avec enfant. Donc, est-ce que le chiffre n'est pas justement grossi par rapport à ça ?
Puisqu'on parle du problème de l'accès effectivement aux logements sociaux et que pour le coup là il n'y a pas d'inconditionnalité, quel est le pourcentage? Est-ce que vous avez un pourcentage en gros au niveau pour ces enfants et ces familles avec enfants de gens qui sont sans papier ou de gens qui sont simplement à la rue pour lier au niveau des difficultés? Voilà, c'est mes questions à moi. Et puis après, je donnerai la parole. Mais je vous laisse répondre déjà à cette première salve. Alors, merci pour vos questions. Pour répondre sur la question de Madame Rossignol, qui n'en était finalement, qui était plus un constat assez partagé qu'une question, mais simplement attirer votre attention sur effectivement un danger que vous avez souligné, Madame Rossignol, c'est que malheureusement l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui ne remplit pas son rôle d'assurer une protection aux enfants et de leur permettre de garantir notamment ce droit fondamental à l'école, et notamment pour ceux qui sont encore les plus précaires, j'ai envie de dire, à ceux qui ont encore le plus besoin d'aide, les mineurs isolés étrangers, parce qu'ils n'ont en France aucune famille et aucun soutien possible. Donc là, il y a quand même une discrimination sur l'origine qui est frontale et qui est en contradiction avec l'ensemble de nos principes. Mais il y a un danger que vous soulignez, c'est aussi pour les autres enfants à la rue, ceux qui ont la chance d'avoir des parents en France. Et vous disiez, il n'y a pas de prise en charge dans ce cas-là à l'ASE, mais heureusement, finalement, si c'est juste une prise en charge en famille sociale ou en foyer, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et effectivement, je vous le confirme, Madame Rossignol, Madame la sénatrice, pour Anna et moi et pour les nombreux enfants que nous connaissons, un placement serait effectivement certainement pas permis à moi de devenir avocate et pas d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et malheureusement, au regard des défaillances qui sont constatées, notamment dans le comité, dans la commission d'enquête qui est actuellement au Parlement sur ce sujet-là, le placement ne nous apparaît pas être la solution, et malheureusement, des fois, ça devient même une double peine, j'ai envie de dire, et une sanction pour les enfants en extrême précarité. Laissez-moi juste vous conter le cas d'une seule femme qui était effectivement une femme isolée avec des enfants à la rue, qui n'avait pas d'autre choix pour survivre que de vivre de la mendicité. Elle avait fait plusieurs demandes de logement, elle était reconnue d'ALO, mais évidemment, elle n'avait obtenu aucun relogement, aucun hébergement d'urgence, donc elle était contrainte de vivre avec ses enfants en bas âge à la rue et de mendier pour survivre. Elle a été poursuivie pénalement pour maltraitance d'enfants. Ces enfants ont été placés. Voilà, sans qu'à aucun moment on ne prenne en compte le fait qu'il y avait une défaillance du système de protection de l'État qui n'a rien mis en œuvre pour pouvoir lui garantir un hébergement ou un logement d'urgence, ou pour permettre à ses enfants d'être scolarisés, parce qu'elle s'était aussi confrontée à des refus d'inscription scolaire pour ses enfants. Donc, effectivement, là, il y a un danger là-dessus. Nous, ce qu'on souhaite vraiment dans la protection de l'enfance, c'est qu'elle accomplisse son rôle, qui est celui de permettre effectivement aux enfants de pouvoir accéder à l'école, d'avoir évidemment un environnement sécurisant et d'avoir leurs droits garantis, mais en leur permettant d'avoir ce droit garanti aussi, lorsqu'ils ont la chance d'avoir une famille, de pouvoir rester, et quand il n'y a pas de danger évidemment pour les enfants, de pouvoir garantir ce lien fondamental là. Sur la deuxième question de Madame Olivia Richard, qui était une question qui nous était adressée précisément, puisque effectivement nous avons abordé avec Madame Stouparou l'effet les conséquences désastreuses des expulsions sur la scolarisation, et qu'est-ce qui explique qu'effectivement une expulsion habitative provoque dans la majorité des cas un décrochage scolaire. C'est la situation de vie, évidemment, au plan légal. Maintenant, on n'a plus besoin d'un justificatif de domicile déjà pour obtenir l'inscription scolaire, ou pour obtenir l'inscription scolaire, notamment, c'est que en fait, la loi a changé. Désormais, tout justificatif est valable pour pouvoir justifier de son domicile. On est quand même contraint de justifier qu'on vit bien dans la commune où on sollicite l'inscription scolaire.
Ça reste une des conditions pour l'inscription scolaire. Nous, quand on parle d'expulsion et des conséquences, c'est vraiment les conséquences matérielles, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on se retrouve à la rue, l'urgence devient la survie, l'urgence devient le fait de pouvoir retrouver un autre lieu de vie, un autre lieu d'abri. Ça va très souvent consister dans la reconstruction d'un bidonville plus loin ou peut-être dans la commune d'à côté. Les conditions d'hygiène matérielle sont extrêmement difficiles et fait qu'on ne peut plus retourner à l'école parce que pour l'avoir vécu avec Anna également, déjà quand on est un enfant qui vit en bidonville et qu'on est identifié comme ça à l'école, on est très souvent victime de harcèlement raciste, extrêmement dur à vivre, et d'ailleurs on a aussi des actions là-dessus, et si ça vous intéresse on en parlera. Mais en plus quand on est strictement à la rue ou à devoir vivre dans une voiture, là ça devient presque physiquement impossible, et c'est le cas notamment de Slavimir Oslalov, qui est un membre du collectif École pour tous, qui lui a connu depuis sa plus tendre enfance, qui n'a finalement pas été si tendre, à l'âge de 3 ans, une dizaine, je pense, voire plus, de bidonvilles en Seine-Saint-Denis, qui a été expulsé, lui-même ne se souvient plus, plusieurs dizaines de fois, et le seul lieu d'ancrage, le seul lieu qui le rattachait à quelque chose, c'était l'école, et à plusieurs reprises, ils ont tenté de maintenir ce lien avec l'école, notamment en dormant avec sa famille et sa petite sœur dans une voiture, pour pouvoir rester le plus proche de l'école. Mais à chaque fois, c'est-à-dire qu'il fallait tout recommencer à zéro, que très souvent, dans l'expulsion, comme on l'a dit, 86% des cas, dans 86% des expulsions, les fournitures scolaires également sont détruites. Donc dans ce cas-là, voilà, donc on a les fournitures scolaires, on a les vêtements aussi, l'habillement, les médicaments, les documents d'identité qui sont dans la grande majorité des cas détruits, et puis l'urgence qui devient l'urgence vitale, qui devient celle de retrouver un abri et de pouvoir se restabiliser sa situation. Donc ce sont effectivement les facteurs qui expliquent que concrètement, dans la vie matérielle, l'école est mise en danger et devient presque impossible dans les cas d'expulsion sans relogement. Si tu peux compléter. Je rajouterais juste le fait que, comme Anina elle l'a dit, dans la plupart des cas, l'expulsion, ce n'est pas la solution, puisque ces personnes-là vont se retrouver à la rue ou, dans la plupart des cas, dans un autre habitat de fortune. Mais souvent, cet habitat de fortune, c'est rarement dans la même commune, dans la même ville où c'était celui d'avant. Ce qui veut dire, c'est qu'il faut recommencer toutes les démarches pour s'inscrire à l'école de nouveau. Et très souvent, il y a un refus. Parce que malgré le fait qu'on ait réussi à avoir, que la loi soit claire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on aurait l'impression que dans le pays, on n'a pas les mêmes lois partout. Et c'est juste, et c'était le cas en ce qui concernait les documents qu'on demandait pour l'inscription scolaire. On a réussi à faire en sorte que la loi soit claire, mais il y a quand même pas cette volonté d'inscrire tous les enfants vraiment à l'école de la part de certaines mairies. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois ce besoin en fait, cet état d'esprit qui est de survivre, de retrouver à nouveau, une fois qu'on se retrouve perdu de tout repère qu'on connaissait, une autre manière de se sentir stable quelque part, et ensuite toutes les démarches à faire pour retrouver l'école, qui sont très lourdes et entravées par toutes choses, comme par exemple le fait que la médiation scolaire, c'est quelque chose qu'on a réussi d'obtenir, mais qui n'est pas malheureusement assez. Il y a eu 40 places qui ont été mises à disposition, qui seront doublées, mais par rapport aux besoins réels de tous ces milliers d'enfants qui ont besoin d'être raccompagnés vers le chemin de l'école lorsqu'il y a des expulsions, ce n'est pas suffisant. Pour expliquer un petit peu par rapport aux occupations d'école et l'évolution, parce que quand on a commencé à occuper les écoles, l'objectif c'était de mettre à l'abri, donc la nuit, au plus près du pôle autour duquel s'organise la vie sociale des familles qui est l'école, et même les familles qui intègrent parfois des hôtels pendant plusieurs mois, des fois à 1 heure, plus d'1 heure et demie de trajet à l'école, maintiennent les enfants dans l'école parce qu'elles ont confiance, et puis qu'effectivement, souvent, les familles, elles sont dans un tableau Excel, donc du jour au lendemain, on va leur dire, vous quittez votre hôtel, puis vous allez là, donc c'est
très difficile, très instabilisant. Voilà. On s'est aperçu sous le mandat de Gérard Collomb, c'était assez conflictuel, puisqu'il dépêchait la police municipale pour empêcher les occupations d'écoles, mais quelque part, il n'a jamais procédé à des évacuations d'écoles. Lors de l'arrivée du nouveau maire qu'on avait auditionné pendant la campagne municipale, il avait pris des engagements, notamment comme ses pouvoirs de police l'y autorisent, et puis Jacques Chirac l'avait fait en son temps, le maire peut procéder à des réquisitions de bâtiments, notamment pour loger des familles à la rue. Il se trouve qu'on s'est aperçu à Noël 2022 qu'il y avait 40% des enfants sans abri des villes de Lyon et de Villeurbanne qui étaient hébergés dans des écoles, que ces occupations duraient pendant des mois, et effectivement on avait un contrat moral qui était passé avec la ville qu'on a toujours respecté, qui était que chaque nuit dormait avec les familles pour des raisons de sécurité, soit un parent d'élève ou un enseignant. Sauf que quand ça dure plusieurs mois, c'est compliqué, et on a eu l'impression vraiment que la générosité citoyenne venait pallier les manquements des pouvoirs publics. Il y a 2 ans, on avait dépensé 35 000 € en nuitée d'hôtel, souvent le week-end, pour faire souffler un petit peu les familles et les soutiens. L'année dernière, c'était 70 000 €. Et cette année, je pense que ça va exploser. Là, la veille de Noël, on avait 45% des familles à la rue qui étaient hébergées dans des écoles. Donc c'est beaucoup. Donc on s'est rendu compte que finalement, on était un dispositif officieux, et que finalement, les pouvoirs publics se déchargeaient sur la bonne volonté des citoyennes et des citoyens qui délaissaient leur foyer pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Voilà. Alors par rapport à la question du gymnase, effectivement, s'il y a des stratégies qui n'est pas celle de Jamais sans toi, mais d'un collectif qui s'est monté, notamment de femmes entre elles, parce qu'elles ont constaté que elles étaient confrontées à des problématiques spécifiques. Je suis mal placé pour en parler parce que je suis un homme, mais enfin, c'est quand même suffisamment documenté dans le rapport 2023 de la Fondation Abbé Pierre sur ces problèmes. C'était aussi pour essayer de changer quelque chose. Certes, un gymnase, c'est pas satisfaisant. Il n'empêche que, par exemple, il y a des mineurs isolés qui ont été mis à l'abri dans des gymnases, à peu près dans la ville de Lyon, 140. C'est pas satisfaisant, mais c'est mieux que la rue. La rue, elle continue à tuer. Je crois que le collectif Mort de la rue, c'est plus de 600, entre 600 et 700 morts l'an dernier. Et je crois que le dernier décompte depuis le début de l'année, c'était 222. Donc effectivement, ce n'est pas des solutions qui sont acceptables, mais le but, c'était que même si les villes n'ont pas de compétences en matière d'hébergement d'urgence, elles peuvent faire quelque chose qui est important, c'est de mettre à disposition du patrimoine municipal à l'État pour que lui crée des places d'hébergement d'urgence. Et que souvent, le discours qu'on nous a tenu au début, c'était continuez de nous embêter, merci de nous pousser à agir, sinon on ne fera rien. Et puis finalement, on se retrouve avec des engagements qui ont été pris et puis qui finalement ne sont pas assumés et qui contribuent, à mon sens, à affaiblir l'autorité de la parole publique. À partir du moment où on prend des engagements auprès d'enfants et de familles et puis qu'on attaque l'État pour défaillance et en même temps on lui demande le concours de la force publique pour déloger des femmes et des enfants, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et je dis ça vraiment en toute indépendance partisane. Voilà, c'est... Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles. Concernant le rôle de l'aide sociale à l'enfance, peut-être revenir aussi sur ce qui a été dit auparavant. Je souhaitais préciser qu'il y a une mesure qui a été mise en place dans le cadre de la stratégie de prévention et
la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui s'appelle les maraudes mixtes. Donc c'était la stratégie entre 2018 et 2022. Cette mesure visait à aller vers les personnes, les enfants en situation de rue ou vivant en bidonville. Aujourd'hui, cette mesure n'existe plus. Elle n'apparaît plus dans le nouveau plan de lutte contre la pauvreté. Alors il se trouve que dans certains territoires, elle a bien fonctionné, dans d'autres moins bien. C'est une question de moyens, une question d'acteurs aussi présents sur les territoires. Mais il aurait été utile d'avoir une évaluation complète de cette mesure qui allait plutôt dans le bon sens pour pouvoir repérer en fait les manques et pouvoir améliorer celle-ci. En effet, parce que donc comme c'est une maraude mixte donc entre État et département, le rôle de l'aide sociale à l'enfance étant important dans ce cadre-là. Donc voilà, il aurait été intéressant de pouvoir évaluer ce dispositif et voir comment le développer, améliorer ce qui ne fonctionnait pas. Or aujourd'hui, elle n'existe plus. Pour ce qui est de la déscolarisation en lien avec les expulsions des lieux de vie informels, je vous renvoie également vers le rapport de l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels qui a recentré cette année son étude sur les enfants, enfin l'impact des expulsions sur les enfants. Peut-être simplement rappeler qu'en effet, ces pratiques liées à la demande abusive de pièces justificatives liées au domicile sont illégales depuis la publication du décret du 29 juin 2020 qui précise les pièces nécessaires pour l'inscription scolaire. Et je rappelle également que plus globalement, les expulsions... Voilà, on a montré, et le cas de la scolarisation, l'exemple de la scolarisation le montre très bien. Elles sont, lorsqu'elles ne sont pas préparées, lorsqu'elles ne sont pas, il n'y a pas d'accompagnement et qu'il n'y a pas de solution de relogement derrière, elles sont ineffectives puisque les personnes sont forcées de se réinstaller ailleurs, peut-être dans des endroits moins visibles, avec des moyens moins importants, et donc ça participe aussi à une invisibilisation de ces personnes, à une rupture de l'accompagnement de ces personnes, et donc il y a la rupture de la scolarisation en effet, mais il y a la rupture aussi du parcours de soins, la rupture du parcours aussi en lien avec les professionnels de la protection de l'enfance, s'il y a un accompagnement. Donc voilà, plus globalement, la question des expulsions pose problème, et pour ça, je vous renvoie également vers l'instruction du 25 janvier 2018 relative à la résorption des bidonvilles, qui prévoit en effet un changement de paradigme, au lieu d'être dans de l'expulsion permanente, d'être vraiment dans une résorption durable par notamment l'accompagnement des habitants vers l'accès au droit commun. Or aujourd'hui, cette instruction, si elle est déployée sur certains territoires de manière plus ou moins satisfaisante, dans d'autres, elle n'est pas du tout mise en œuvre et les expulsions se poursuivent. Concernant la question des violences sexuelles, nous n'avons pas de chiffres ou de constats malheureusement très précis, mais en effet, tout comme les femmes, et comme ça a été démontré lors des précédentes tables rondes, la rue expose en effet à des violences, et elle expose aussi les enfants, on le sait, elle expose les enfants à des risques de traite, elle expose les enfants à des risques de violence, donc c'est dénoncé également. Nous n'avons malheureusement pas de chiffres sur ce point et pas encore tout à fait documenté ce fait-là. Et en ce qui concerne... L'habitat informel, l'hébergement de ci, de là, chez des amis, je complétais un tout petit peu sur les violences sexuelles. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres. On a d'abord déjà les violences sexuelles sur les enfants, c'est une zone d'ombre. Là, c'est une triple zone d'ombre, si je peux me permettre. Mais tous les facteurs sont réunis pour qu'il y ait un accroissement. À commencer par, dans ce qui est habitat informel, la promiscuité, le fait d'être hébergé chez des relations, des familles, puis les gens leur font partir les familles, elles partent ailleurs, etc. Et il y a des contre-services. Bien entendu, les enfants sont très exposés à un risque probablement supérieur de violence sexuelle par adulte, qui déjà est élevé, même quand il n'y a pas de problème d'hébergement et de sans-abrisme. Tout à fait.
Je reprends donc sur la question des femmes isolées. Sur votre question, Madame la Présidente, le chiffre des femmes isolées est issu des demandes, des chiffres du 115. Donc c'est du déclaratif et ça ne nous permet pas de savoir quelle est la proportion de femmes qui adoptent ce genre de stratégie ou non. J'aurais tendance à dire qu'il faut croire ces femmes, mais malheureusement, on ne peut pas distinguer les femmes qui sont en effet isolées ou les femmes qui sont accompagnées et qui adoptent ces stratégies. Ça n'était pas une défiance vis-à-vis de ces femmes, mais juste de se dire que le système provoquait du coup le fait d'invisibiliser les hommes qui ne sont pas forcément inexistants dans la vie et de ces femmes et de ces enfants. Mais le système fait que s'ils existent, ça rend les chances de leurs enfants d'être hébergés moindres. Donc souvent, ils préfèrent ne pas montrer leur existence de façon trop forte. Tout à fait. Et je précise aussi que quand même, il y a une part, et c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui le met bien en évidence, les difficultés liées au logement les familles monoparentales et les mères isolées sont surreprésentées dans les familles monoparentales. Donc même s'il y a peut-être une part, en effet, de personnes de femmes qui sont effectivement accompagnées d'hommes et qui le cachent, les femmes isolées sont quand même surreprésentées dans cette population. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui, pareillement, ce sont les chiffres du 115 et ils ne nous permettent pas de savoir le nombre de personnes sans papier parmi les personnes en demande non pourvue. On ne le sait pas. Je vais laisser la parole. Alors, il y avait Colombe Brossel, puis Laure Darcos. Mais Laure Darcos a un impératif, donc ce sera Laure Darcos. organisé entre nous. Allez-y. Oui, pardonnez-nous, parce qu'avec Béatrice, on doit partir ensuite visiter une école dans le cadre d'une mission d'information, donc on va devoir partir assez rapidement. Non, moi je voulais revenir et défendre quand même un tout petit peu par rapport à ce qu'a dit Laurent sur le fait que tout repose sur les associations, les collectivités comme les départements sont quand même très présents. Et sur l'ASE, moi je voudrais donner mon témoignage, je suis dans l'Essonne, et c'est notre première dépense aujourd'hui, bien avant celle de la dépendance. Et ça explose de partout. On est, et comme vous le savez, malheureusement, nos finances locales des départements sont amoindries d'année en année. C'est épouvantable. Et du coup, il y a une répercussion sur tout ce que vous avez dit les uns et les autres. C'est-à-dire que les placements, madame, c'est pas simplement le fait que vous seriez séparés de votre mère et de votre sœur. Aujourd'hui, vous avez une femme qui a subi des violences conjugales importantes. Elle a son enfant qui ne veut plus aller chez le père. Eh bien, au lieu de transiger, le procureur va placer d'office en disant on ne va pas rentrer dans leurs histoires de querelles et on ne sait pas si la mère n'influence pas son enfant. De la même façon, la loi Taquet a fait en sorte que on ne peut plus mettre d'enfants, et notamment des MNA, de moins de 16 ans dans les hôtels sociaux. On a de moins en moins de logements possibles. Et on a beau pousser les murs, ça devient aussi extrêmement compliqué. Et puis ce que vous avez dit aussi les uns et les autres, sur le fait qu'après 18 ans, on puisse aider ces jeunes majeurs. Beaucoup de départements souhaiteraient pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'on est aussi très démunis puisque l'État ne nous soutient pas là-dessus. Donc je voudrais juste rétablir un peu l'équilibre sur le fait que je pense que le principale collectivité en général pour vous aider, c'est les départements et qui sont souvent extrêmement démunis. Et moi, j'avais une question, on en parlait avec Colombe sur les DALO, parce qu'elle me montrait en effet les points pour pouvoir avoir un logement. Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de pouvoir pousser vos situations prioritaires avec plus de points, je ne sais pas, que ça soit extrêmement fort pour que vous soyez systématiquement en haut de la liste quand il y a ces attributions. Je pense que c'est important. Et c'est vrai que le gouvernement actuel a souvent parlé de l'apprentissage allophone. Et je trouve absolument sidérant que vous ayez mis autant de temps, mesdames, pour
surtout pour apprendre le français, en fait, après la scolarisation obligatoire de 16 ans, ça devrait être aussi une priorité, que vous puissiez être accueillis systématiquement à votre arrivée pour que vous puissiez avoir ces cours qui, soi-disant, se développaient énormément. Et donc, on voit bien que ces structures manquent encore. Voilà, pardon. Merci beaucoup et merci à tous les quatre pour ce que vous nous avez présenté et d'avoir finalement redonné du sens à ce qui parfois est, et c'est un peu troublant, devient une forme de fatalité dans un certain nombre de discours de politique publique. Et j'ai en mémoire l'échange que j'avais trouvé à titre personnel un peu sidérant avec le ministre du Logement de l'époque. Alors vous me direz, il change souvent, donc on ne s'attache pas. C'était Patrice Vergrit. Voilà, parce qu'en effet, nous étions arrivés dans un bel effort transpartisan, fort sénatorial, à faire adopter un amendement balayé par le 49.3. Mais au-delà de ça, la réponse du ministre à l'époque avait été un peu... oui, chimique. Ouais. Voilà, une fois que j'ai posé ça, merci vraiment. Alors, je suis élue de Paris, donc la situation des enfants à la rue est un sujet qui a évidemment animé beaucoup cet hiver dernier, et puis de l'hiver d'avant, et des collectifs qui sont d'ailleurs en réseau avec les différents collectifs de citoyens ont été des acteurs absolument majeurs de la résolution, permettre de mettre à l'abri dans des conditions d'urgence, puis dans des conditions semi-pérennes, puis en allant vers la construction de parcours, et donc qu'ils soient ici remerciés. Vraiment. Moi, j'avais deux questions, peut-être une pour Julie Lignon et une pour Anina Chouchou. Si je repars de la situation parisienne, il y a 2 jours, 2 nuits, alors on ne va parler que de DNP de nouveau, de demandes non pourvues, avec toute la part d'ombre qui reste du coup à côté. Hein. Mais sur les demandes non pourvues à Paris, il y a 2 jours, on était sur 666 personnes en famille à la rue, dont 322 enfants. Ce qui veut donc dire, de ce que j'en comprends et surtout des alertes des élus d'arrondissement, des élus parisiens, des collectifs et des différents acteurs des communautés éducatives, que nous sommes en train de revenir au pire de cet hiver. Et donc je voulais savoir si, alors que, pardon, je termine ma phrase, alors que des lieux d'hébergement, enfin des places d'hébergement ont été débloquées, alors que des lieux de mise à l'abri en urgence ont été ouverts, alors qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs dans lesquels la participation de l'État est inexistante, mais qui permettent de mettre des familles et des enfants à l'abri. Malgré ça, on est en train de revenir à l'étiage du pire de cet hiver, quand il a fallu ouvrir les portes des écoles, ouvrir les portes des lycées qui n'étaient plus occupés par la région Île-de-France. Est-ce que c'est un phénomène qui n'est que parisien, ou est-ce que c'est un phénomène que vous retrouvez ailleurs en France? Et deuxième question, c'est une de mes questions, en effet. Deuxième question, est-ce que vous pourriez, Madame Chouchou, vous en avez parlé rapidement, juste dire quelques mots complémentaires sur le dispositif de médiation scolaire que vous avez évoqué, pour mieux le comprendre. Merci. Alors, merci pour vos questions. Pour répondre à la première sur la question des enfants dans la priorisation donc, de ce public dans le DALO, honnêtement, la question n'a pas été creusée jusqu'à présent. On est malheureusement toujours en train de chercher et de porter notre travail de plaidoyer sur l'hébergement d'urgence, sur la qualité de cet hébergement d'urgence. Et donc, je ne peux pas répondre à cette question, j'en suis désolée. Oui, tout à fait, à explorer donc. Pour ce qui est des demandes non pourvues,
Pardon, je reviens simplement sur les compétences des collectivités territoriales. Vous nous avez dit le département est en effet la collectivité territoriale qui peut le plus nous aider sur cette question. En effet, parce que notamment il a les compétences en termes de prise en charge des femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans. Donc les départements doivent également prendre leurs responsabilités malgré des moyens limités. Et c'est aussi une question en lien avec les moyens de l'État transmis. J'aimerais souligner le rôle des communes et des intercommunalités. À l'UNICEF France, nous avons un réseau de 300 villes amies des enfants, dont Lyon fait partie. 300 villes amies des enfants qui se sont engagées à tenir des engagements à tenir des objectifs en termes de défense et de protection des droits de l'enfant sur leur territoire. Pour le précédent mandat, la question des enfants sans domicile était peu présente. Aujourd'hui, pour le prochain mandat, donc qui est calqué sur le mandat municipal, nous souhaiterions pousser cette question de l'accompagnement des enfants sans domicile par les municipalités. Nous souhaiterions que les municipalités s'engagent sur un certain nombre sur l'accompagnement de ce public en lien avec leurs compétences municipales. Ils ne doivent pas prendre le rôle de l'État et chacun doit aussi porter ses responsabilités. Mais elles ont des compétences comme l'accueil du jeune enfant, conforter d'ailleurs leurs compétences avec la loi plein emploi. Elles ont des rôles, des compétences en matière d'éducation, en matière de tarification scolaire, en matière d'accès aux soins dans une moindre mesure, de mobilité, autant de compétences qui peuvent favoriser aussi en tout cas améliorer le quotidien si ces services sont inclusifs, s'ils permettent et s'ils sont adaptés aux personnes et familles et enfants sans domicile. Ces compétences-là peuvent permettre aussi d'améliorer le quotidien de ces enfants. Et puis les communes ont quand même ce rôle de proximité et de connaissance de cette population qui est assez important. Donc nous travaillons à ça à l'UNICEF en lien avec notre réseau de villes amies des enfants pour voir comment les municipalités peuvent aussi mobiliser leurs compétences en ce sens. Pour ce qui est des demandes non pourvues sur Paris, donc vous disiez 666 personnes en famille, dont 332 enfants. Alors il faut savoir que du coup, je n'avais pas connaissance de ce chiffre, mais c'est un chiffre plus élevé qu'en août 2023, où les demandes non pourvues au niveau national étaient très élevées, puisqu'on était à 620 personnes en famille en demande non pourvue en août dernier. C'est une situation qui n'est pas que parisienne. On rencontre également des difficultés d'accès à l'hébergement et cette saturation du parc d'hébergement dans toute la France, dans les grandes métropoles principalement, mais pas uniquement. C'était une de mes questions, parce que ce n'est pas dans toute la France que c'est tendu. Et est-ce qu'il y a des propositions justement pour ces familles d'aller éventuellement en province? Parce que pour autant, on dit alors elles ne vont pas y aller parce qu'il n'y a pas de travail, ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y a aussi du travail. Et je rebondis vraiment sur la remarque que faisait Marie, mais je pourrais dire la même chose du département de l'Yonne, et d'ailleurs il y a une ancienne sous-préfète d'Avallon qui aujourd'hui est dans le 93 et essaye de prôner ça. Le problème, c'est qu'après, dans certains départements, il y a des réseaux aussi qui sont bien mis en place et qui nécessitent d'avoir aussi les gens qui sont dans ces réseaux et qui sont là, et avec un travail informel éventuellement qui se fait par ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ces zones qui sont beaucoup moins tendues, et qui pourrait fournir et du logement et du travail malgré tout, puisque comme partout ailleurs, on cherche des gens pour travailler. Alors, en effet, je corrige mes propos, pas dans toute la France, mais dans la plupart des grandes métropoles tout de même. C'est vraiment... je pourrais vous transmettre le baromètre enfants à la rue de 2023, qui démontre les départements les plus tendus, donc le Bas-Rhin, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord, Paris, donc qui arrive en bas du classement des départements les plus tendus, le Rhône et la Seine-Saint-Denis. Pardon, ce n'est pas du tout dans le bon ordre, c'est dans l'ordre.
alphabétique. Mais je pourrais vous transmettre ce classement-là. Ça, c'était en août 2023. Il se trouve qu'entre-temps, en effet, il y a eu cette question de l'orientation des personnes sans domicile d'Île-de-France dans les régions, vers les SAS régionaux. Je crois que la question de cette solidarité nationale a été évoquée lors des précédentes tables rondes par les associations. Elle présente certains avantages, le fait de quand même pouvoir permettre aux familles et aux personnes d'accéder à un hébergement, d'accéder à un logement, au vu de la tension sur le parc quand même en Île-de-France qui est importante. Toutefois, je m'aligne également sur, nous alignons sur les attentions portées par la Fédération des acteurs de la solidarité. C'est que cette réorientation vers les régions des personnes sans domicile, sans abri, elle ne peut se faire sans une information claire des familles et contre leur volonté. Et pour cela, il faut une information claire. Elle ne peut se faire aussi sans la coopération avec les collectivités territoriales qui décrit ce manque de coopération entre l'État, les services de l'État et elles-mêmes pour accueillir ces familles. Donc elle ne peut se faire sans cette coopération. Elle ne peut se faire sans place d'hébergement disponible pour accueillir ces familles. Or, on le voit selon les orientations, cette orientation peut créer de la tension sur le parc d'hébergement avec une concurrence entre les publics. Et enfin, elle ne peut se faire sans prendre en compte le parcours et l'ancrage de ces personnes aujourd'hui en Île-de-France. Je pense notamment à la scolarisation des enfants, nous en avons déjà parlé, mais également au parcours de soins de ces personnes, au parcours sur l'emploi des parents, au parcours en termes de protection de l'enfance. Il y en a un, encore une fois. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte et à accompagner pour favoriser cette orientation qui, en soi, sur le principe, n'est pas mauvaise. C'est simplement, voilà, elle n'est pas mauvaise à partir du moment où ces conditions-là sont respectées. Juste un petit exemple, l'année dernière, il y avait des familles, l'hiver dernier à Lyon, qui avaient été orientées dans les départements limitrophes, Loire, Drôme, Ardèche, Ain. Et à la fin de la trêve hivernale, elles ont été mises dehors. Ce qui fait qu'elles sont revenues à Lyon, forcément, parce que c'est là qu'elles ont leurs attaches. Donc finalement, c'est vrai que, sans parler même des SAS régionaux, parce que maintenant ça a été suffisamment documenté, même si ça crée un petit peu la polémique, effectivement, il y a aussi des problèmes. Nous, chez Calion, il y a des structures qui sont vides et qui attendent les personnes sans domicile pour les JO cet été. Mais c'est vrai que tant qu'on ne construit pas avec les personnes leur parcours, ça n'ira pas. Si on les envoie du jour au lendemain dans un département où finalement ils n'ont plus leurs attaches, pas forcément de quoi travailler, ça ne fonctionnera pas. Parce que finalement on est revenu quelque part à une gestion au thermomètre et la politique du logement d'abord, que tout le monde appelle de ses voeux, enfin tous les politiques, y compris la Cour des comptes, qui dans un référé du 7 janvier 2021 dit que c'est beaucoup plus efficace socialement, ça coûte moins cher à la collectivité, c'est moins brutal, et ben ça reste encore à l'état d'expérimentation, mais pas de politique assumée, quoi. Et on reste encore on met énormément d'argent dans l'hébergement d'urgence, et finalement c'est quelque chose qui n'est pas très efficace. Sur la question au sein du circuit d'hébergement d'urgence, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la moitié des 300 000 places sont occupées par des personnes qui sont sans papier et qui travaillent. Et là, on peut dire que la loi Asile-Immigration s'est privée d'un levier d'action, sans parler des métiers en tension. Mais effectivement, moi, toutes les personnes que je connais, elles travaillent. Et donc, certes, c'est du travail qui est au noir, qui est illégal, mais elles travaillent, elles auraient de quoi pouvoir avoir accès au parc privé ou au parc social. Et quelque part, elles engorgent le circuit de l'hébergement d'urgence, et donc il y a forcément un effet pervers. Mais ça, c'est un levier dont on s'est privé par... voilà. Ce n'est pas une théorie, c'est un fantasme, puisque toutes les études sérieuses démontrent que ce principe physique appliqué à des populations n'est pas du tout opérant pour décrire cette réalité. Voilà.
Je voulais aussi revenir sur les deux questions. Tout d'abord sur celle de Madame Darcos qui concerne la protection de l'enfance, et vous rappelez le rôle de celle-ci, et en étant avocate moi-même et accompagnant de nombreuses clients dans ces procédures-là, je connais bien l'ensemble des formes que peut prendre la protection de l'enfance. Mon propos, c'était vraiment d'attirer l'attention sur les effets discriminatoires et pervers et particulièrement dangereux de placements, malheureusement, qui, pour les familles en situation d'extrême précarité, peuvent se révéler abusifs, discriminatoires et conduire à des drames dans la vie d'enfants. Ce qui est quand même particulièrement étonnant, c'est que les seuls enfants qu'on refuse à la protection de l'enfance, c'est ceux qui le demandent. C'est les mineurs isolés étrangers. Ça, c'est quand même un paradoxe extraordinaire. C'est que il y a, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, il y a au sein de la protection de l'enfance deux dysfonctionnements quand même assez importants. C'est d'une part, je parlais effectivement de placements discriminatoires et abusifs, et notamment en ce qui concerne les enfants et les familles en précarité, et particulièrement les enfants d'origine romanie, identifiés comme tels, et gens du voyage. Là-dessus, il y a un champ immense de connaissances à explorer, parce que c'est un sujet qui est totalement invisible, totalement enfoui, auquel personne ne s'intéresse, mais il y aurait vraiment d'énormes progrès et des investigations à faire, et une commission d'enquête mériterait, je pense, de se consacrer uniquement à ce sujet-là. Il y a de par ça, et le danger, il est là, c'est qu'on accuse les personnes et les familles en extrême précarité d'être elles-mêmes auteurs de leur malheur, c'est-à-dire vous êtes à la rue, vous n'avez pas de droit, vos enfants se retrouvent à la rue et privés d'école, et vous en êtes responsable. C'est ça qui se passe quand il y a des placements, et le cas que je vous évoquais tout à l'heure de cette femme isolée, c'est exactement ce qui s'est passé pour elle, donc c'est extrêmement dangereux. Et je pense qu'au contraire, l'idée, c'est pas d'accuser les gens d'être à leur propre malheur, parce qu'en plus ils font face à des discriminations et des refus de droit, mais au contraire, le rôle de l'État et de l'institution, il est celui de garantir ce droit-là et de permettre à ces enfants-là de sortir de ces situations de marginalité, et c'est pas par des placements abusifs qu'on y arrivera. Premièrement, sur la question effectivement du manque de moyens dans les départements, la solution, elle est évidemment soit d'augmenter les moyens, mais surtout, moi je pense, parce que Madame Mercier, vous l'évoquiez tout à l'heure, en France, on a l'impression qu'il y a plusieurs lois selon les départements, surtout particulièrement en ce qui concerne la protection de l'enfance. Et c'est le cas, parce que chaque département est libre, voilà, de décider de sa politique à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on appelle de nos voeux, et la recommandation qu'on formule, celle de la systématisation du contrat jeune majeur sans distinction d'origine et de nationalité, on pense que c'est un dispositif qui devrait effectivement relever de la responsabilité de l'État, et du coup, ça permettrait aussi de régler ces questions de disparité départementale, puisqu'on aurait une uniformisation de la politique, et on n'aurait plus ce danger-là de se dire, dans le 94, on va être pris en charge, ce ne sera pas le cas dans le 77, par exemple. Si on applique une politique uniforme, donc des droits, parce qu'il s'agit de faire appliquer des droits fondamentaux pour ces enfants-là, qui doivent s'appliquer sans discrimination, c'est aussi une des conséquences logiques. Donc nous, c'est pour ça que c'est la recommandation qu'on porte aussi. Donc cette systématisation irait de pair effectivement avec une refondation des compétences entre les départements et l'État. Sur la question que vous évoquiez du nombre de... Il y a juste un dernier élément là-dessus, parce que vous disiez ça explose de partout, le nombre de placements d'enfants. Juste sur à un moment donné, moi j'ai noté ça, les œufs, ça explose de partout, il y a beaucoup de placements. Juste revenir sur une idée aussi qu'on met souvent en avant lorsqu'on parle des mineurs isolés étrangers, parce que nous, au collectif École pour tous, ça nous touche beaucoup, c'est qu'on évoque cette idée effectivement d'arrivée massive qui ferait que ça déborde tous les dispositifs qui existent. Ces arrivées massives, elles ne sont en rien établies aujourd'hui. On n'a pas de chiffres, de données qui permettraient de dire qu'il y a une arrivée massive de mineurs étrangers isolés, et donc c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire face. Voilà, je voulais juste rétablir cette réalité-là. C'est à peu près constant en fait sur les dernières années. Voilà, mais on n'a pas... Chaque département sait vous dire combien il a de mineurs isolés, et il sait vous dire la progression qu'il a de jeunes à prendre en charge. On a une idée de vagues d'arrivées qui... Je ne suis pas sûre que ce soit des vagues d'arrivées, mais le fait que ça progresse, qu'ils aient de plus en plus de prises en charge à avoir et qu'ils n'aient pas les moyens en face à mettre... Certainement. Je pense que c'est plutôt, à mon avis, assez bien documenté. Alors ça, évidemment, je ne le remets pas du tout en question. C'est juste parce qu'il y a quand même une certaine idée d'arrivée massive à un moment donné, d'appel
appel d'air, justement, d'en parler. Et je pense que ça n'existe pas. Sur le deuxième élément, c'était effectivement, vous constatiez que le nombre d'enfants à la rue, donc de demandes non pourvues, avait explosé et qu'on était à 332 enfants aujourd'hui. Je pense que, et j'inviterai vraiment votre délégation à faire une énorme attention aux conséquences des JO, puisque ce nombre d'expulsions va effectivement être démultiplié dans les mois qui arrivent. La semaine dernière, à Saint-Denis, 2 bidonvilles ont été expulsés. Plusieurs dizaines d'enfants scolarisés se retrouvent à la rue sans la possibilité de continuer leur scolarité. 2 bidonvilles pour lesquels, d'ailleurs, et de façon exceptionnelle, il y avait 2 décisions de justice qui accordaient, d'une part, des délais pour l'un d'entre eux jusqu'au mois de juillet pour que les enfants puissent être scolarisés, c'est la trêve scolaire dont on parlait, et pour l'autre, qui refusait l'expulsion. Pour autant, les autorités, notamment la mairie et le département, puisque c'est des terrains qui appartiennent à la mairie et au département, ont décidé quand même de mettre en œuvre, sans aucun relogement, ces expulsions-là. Et ce chiffre, il va être démultiplié, ce qui va dire que le nombre d'enfants à la rue, particulièrement en Île-de-France et dans les grandes métropoles, comme on l'évoquait, il va effectivement exploser et qu'on va se retrouver avec des milliers et de nouveaux milliers d'enfants privés de l'ensemble de leurs droits et notamment du droit à l'école. Donc c'est, je pense, un point d'attention à avoir, et notamment puisque votre rapport sera rendu, je crois, au mois d'octobre, vous pourrez l'observer et j'espère anticiper, en tout cas, proposer des leviers d'action pour permettre d'éviter le pire, j'ai envie de dire. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, il me reste... j'avais une question, j'avais une question sur la médiation scolaire, excusez-moi, c'était la... Oui, alors la médiation scolaire, effectivement, c'est un dispositif qui permet de faire le lien entre les enfants en situation d'extrême précarité et l'équipe des établissements scolaires. C'est un dispositif qui repose aujourd'hui uniquement sur les associations. C'est pas l'éducation nationale, hein, c'est pas l'éducation nationale. Aujourd'hui, ce sont des associations qui réalisent ces missions de médiation scolaire. Il y a deux missions principalement, parce que je trouve que je suis aussi présidente d'ASCOLA, qui est une association de médiation scolaire dans le 93, qui a développé le modèle national aujourd'hui et qui est développé notamment à travers la DIAL, la délégation interministérielle au logement et à l'habitat, dans le cadre du pacte des solidarités. 2 missions principales: permettre l'inscription, parce que comme on l'a dit, malheureusement, il y a encore des refus discriminatoires pour les enfants en situation d'extrême précarité, et aussi pendant l'attente, parce que malheureusement, et c'est encore vrai, c'est des mois d'attente de scolarisation, préparer les enfants au devenir élèves, préparer les parents aussi au devenir des parents d'élèves, préparer notamment les textes d'évaluation de la langue française, le DELF dont parlait Madame Stouparou tout à l'heure, que les enfants allophones doivent passer pour évaluer leur positionnement, et leur permettre dans l'attente d'acquérir les fondamentaux dans l'attente de l'accès à l'école publique. Et surtout aussi, puisqu'on parle des enfants à la rue, l'un des rôles cruciaux, et c'est lui qui va permettre de garantir la continuité scolaire, c'est en cas d'expulsion de permettre de garantir le lien avec l'école et avec les nouvelles écoles, parce que malheureusement, quand il y a des contraintes à changer d'établissement scolaire, et ben l'enfant, le parcours de l'enfant, il est totalement perdu, on n'a aucune connaissance sur son niveau, sur rien du tout. Et le médiateur scolaire, lorsqu'il est là, il permet de créer ce lien. Il a été essentiel durant la période du Covid, ça a permis vraiment de sauver des enfants, j'ai envie de dire littéralement, parce que c'était les seuls dispositifs qui existaient encore et qui permettaient de garder le lien avec les enfants vivant en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, parce que le cartable électronique, ça ne fonctionnait pas sur les bidonvilles. Enfin, l'accès à Internet, à la Wi-Fi, est extrêmement limité. Donc, il n'y avait plus aucun lien. Les équipes pédagogiques étaient totalement déconnectées, et donc ça voulait dire vraiment un décrochage total. Les seuls lieux où il y a pu y avoir un lien maintenu avec l'école, c'était là où il y avait de la médiation scolaire. Aujourd'hui, il y a 40 postes pour des milliers d'enfants, si vous vous rendez compte que c'est extrêmement limité. Et normalement, Aurore Berger a annoncé un triplement de ce dispositif-là dont on se réjouit. Simple élément d'attention à apporter à votre vie, c'est qu'aujourd'hui, ce dispositif, il est limité parce qu'il est dans le cadre, il est mis en place dans le cadre de la DIAL à des enfants intra-européens, parce que c'est le champ d'action de la DIAL.
limite d'origine nationale, pour nous, elle ne nous semble en rien justifiée, puisqu'il y a des enfants d'origine syrienne, par exemple, qui vivent dans des bidonvilles, ou des mineurs isolés étrangers qui viennent de Guyane, par exemple, pas de Guyane, excusez-moi, de Guinée, qui viennent et qui ne pourraient pas, dans le cadre de ces limites-là, bénéficier de ce dispositif de médiation scolaire, alors qu'ils en ont éminemment besoin, comme les autres. Donc, nous, on est très heureux que ça se développe, mais il faudrait juste que ça puisse se développer pour tous les enfants. Je peux me permettre de compléter simplement en termes de disparité territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je voudrais juste porter une attention spécifique sur les territoires dits d'outre-mer. Ça a été rapidement évoqué. La médiation scolaire, par exemple, est un dispositif qui jusqu'à présent n'était pas mis en œuvre dans les territoires dits d'outre-mer. Ces territoires sont exclus de l'instruction du 25 janvier 2018 relative à la résorption des bidonvilles, alors que c'est des territoires même qui présentent des besoins particuliers exacerbés en raison d'une pauvreté bien plus grande. Il faut rappeler que 8 enfants sur 10 sont pauvres à Mayotte, que 6 enfants sur 10 sont pauvres en Guyane et qu'environ 4 ou 5%, 5 enfants sur 10 sont pauvres à la Réunion. Donc voilà, c'est simplement pour porter une attention sur ces territoires. Et pour ça, je vous invite aussi à prendre connaissance du rapport de l'UNICEF « Grandir dans les Outre-mer », dans lequel il y a toute une section sur le mal-logement dans les Outre-mer. La Fondation Abbé Pierre a également publié des rapports sur ces enjeux. La délégation aux droits des femmes a également fait un rapport sur la parentalité en Outre-mer, puisque effectivement c'était également un sujet. Je pense que Mayotte et la Guyane sont des sujets très particuliers, et là pour le coup, pas pour les mêmes raisons, mais avec une raison d'immigration forte aussi, puisque on voit bien que la Guyane, qui est un petit département, pareil, avec peu de moyens en préfecture et une explosion totale de demandes de régularisation. Eh bien, il me reste à conclure cette table ronde. Vous remercier vraiment de vos interventions, vos témoignages, vos propositions. Je reprends les termes de Laurence Rossignol, de votre expertise sur ces sujets. Effectivement, nous remettons notre rapport en octobre, très probablement le 8 octobre. Donc voilà, et nous saurons, je l'espère, enfin, nos rapporteurs, je l'imagine, tiendront effectivement compte de toutes ces remarques, parce que, en fait, c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous nous étions orientés vers ce rapport, en voyant que depuis 10 ans, de plus en plus de femmes se trouvaient à la rue, et depuis 5 ans, de plus en plus d'enfants se trouvaient à la rue, et que effectivement la France s'est engagée sur les droits des enfants, et nous devons de prendre cette mesure, et donc au moins nous, dans notre délégation, de faire des propositions pour que ces situations ne perdurent pas. Merci beaucoup de votre venue. Merci à vous.